Le dernier recensement togolais en dit long. Pour une population de plus de 8 millions d'habitants, 51,3% représentent les femmes pour 48,7% d'hommes. Malheureusement, ce pourcentage n'est pas révélateur à des postes de responsabilité ou de décision. Quelles en sont les causes? Voici les questions qu'il faut se poser. Mesdames, Messieurs, quelle est la place de la femme dans la société togolaise? Bienvenue dans votre émission Le Coin des femmes. On se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette attitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez le 90 94 32 95. De nouveau sur ce plateau, je ne suis pas seule pour animer ce panel. Nous recevons pour vous Madame Adekpe Amavi, juriste de formation. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, chez vous? Ça va bien, merci. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et de Monsieur Maoussi Komlan là-bas, juriste également de formation et président de Andit Hardy. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions et pour le choix porté sur nous. Merci. Et cela révèle le caractère inclusif de votre plateau. Merci beaucoup. Et comme toujours, à notre compagnie, notre chroniqueuse, la belle Licovine. Bonjour Licovine. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Ça va. En forme? Bien, bien. Dans le coin des femmes, on ne cesse d'innover. Pour pouvoir améliorer votre vocabulaire, on a mis en place une nouvelle rubrique appelée 1 minute 1 mot, qui sera bien sûr présentée par Licovine. Licovine, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Bonjour très chers téléspectateurs, mes amoureux de la langue française. J'espère que vous passez une très belle journée. Alors aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un mot pas très connu mais qui est très captivant, à savoir le mot infatué. I-N-F-A-T-U-E accent aigu. Ce mot tire son origine du latin infatua, ranço, déraisonnable, et peut ainsi également qualifier toute personne qui a un engouement excessif pour quelque chose ou pour quelqu'un. Comme exemple, il s'est infatué de cette fille. Infatué est donc synonyme des verbes s'éprendre. Un autre exemple pour enrichir, ce splendide paysage a infatué ce poète. En résumé, ce précieux adjectif s'applique à une personne qui affiche une satisfaction sottement prétentieuse pour ce qu'il croit être ou croit pouvoir faire. Très chers téléspectateurs, j'espère que ce mot vous a été utile et vous permettra d'enrichir votre vocabulaire. On se retrouve dans un autre numéro avec un nouveau mot aussi palpitant. Merci. Merci Lily. Merci. J'espère que vous serez vraiment infatués par ce débat qui va commencer par la première question que je vais poser à Madame Amavi. Selon vous, pourquoi les femmes n'occupent pas des postes de responsabilité ou bien des postes de décision? Je vais m'appesantir sur ma propre expérience. Selon moi, dans nos sociétés, la femme ne reçoit pas la même éducation que l'homme. La femme est souvent sujette à des occupations ménagères et puis les traitements ne sont pas égaux. Voilà. Prenons par exemple, je vais aller en pratique, je ne vais pas rester dans la théorie. La femme se réveille le matin. Chez nous, par exemple, moi, j'ai été éduquée dans une famille et puis tout autour aussi, j'ai vu que c'est la même éducation. La femme doit se réveiller pour faire les travaux ménagers et puis s'occuper de la maison et puis les repas. Si maman fait le commerce, il faut l'aider aussi. Et en ce moment, les garçons se réveillent, se douchent et puis partent pour l'école. Ils ont plus de temps pour
pour s'occuper des études que nous, les femmes, nous sommes vraiment à la maison, nous sommes vraiment coincés. Et nous devons aider à tout, alors que les hommes, eux, ils sont libres. Voilà, donc je crois que cet état des choses agit essentiellement sur la femme dans son développement dans la société. Donc voilà, un peu, selon moi, c'est déjà à la base que c'est faussé, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si monsieur a quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, je pense que pour répondre à votre question et pour ajouter à ce que madame vient de dire, lorsqu'on se réfère aux derniers chiffres, on se rend compte que la femme est représentée dans les sphères décisionnelles et de contrôle. 70% des femmes, le Togo est classé premier devant les États-Unis, la France, la Suède et vous savez, les pays les plus démocratiques au monde. Mais le Togo est devant, premier. Selon Statista, c'est une institution qui fait les statistiques au monde, qui a classé le Togo premier devant tous ces pays-là. Donc 70%, selon ces statistiques, la femme togolaise occupe 70% dans les sphères décisionnelles et de contrôle. Maintenant, si on se réfère à notre document maison, c'est-à-dire la politique nationale de l'équité genre, on a 3 éléments, notamment la participation des femmes au niveau des postes décisionnels et de contrôle. Là-bas, on peut dire que on a une évolution, on a une courbe évolutive et aussi encourageante dans la mesure où avant les années 60, avant les dépenses, ou les années 2000, bon, c'est difficile de retrouver des femmes au gouvernement, au niveau des postes de décision, c'est-à-dire les directions générales, les chefs de division et autres. Mais de nos jours, à partir de 2005-2015, les choses ont radicalement changé. Donc, nous avons aujourd'hui une femme chef de gouvernement, une femme présidente de l'Assemblée nationale, des femmes qui cumulent à la fois le poste de ministre et poste de DG. Ça veut dire quoi? Si on te laisse cumuler ces 2 postes-là, c'est clairement parce que tu es compétent. Donc, sur ce terrain, au niveau de la place de la femme, au niveau des postes décisionnels, on peut se réjouir par rapport à la sous-région, et sinon au monde entier. D'ailleurs, madame la première ministre a clairement dit que le Togo est une référence en matière de promotion des droits de la femme. Donc, bon, sur cette question, on a beaucoup avancé, mais il y a beaucoup à faire. Parce qu'il faut distinguer la femme rurale de la femme citadine. La femme citadine, comme madame l'a dit, a moins de difficultés à aller à l'école ou a les informations. Sauf qu'au niveau rural, c'est beaucoup plus pesant. C'est difficile de retrouver les femmes dans les sphères décisionnelles. Et il y a beaucoup de causes. L'éducation en fait partie. Parce que pour être conseillère, même dans une commune, il faut savoir lire. Il faut savoir étudier les budgets. Il faut savoir prendre la parole, ce qui n'est pas dans nos pratiques endogènes évident. Donc, c'est ce que je pense qu'il faut ajouter à la brillante présentation de madame. Je reste toujours avec vous. Vous avez un peu parlé des femmes qui vivent dans les milieux reculés, qui n'ont pas vraiment l'éducation parfaite. Mais qu'est-ce qui cause ça? Parce que nous le savons tous, avant d'arriver à un poste de décision, il faut passer par l'éducation. Bien sûr. Maintenant, on constate que de primaire jusqu'à l'université, le pourcentage des femmes décroît au fur et à mesure qu'on monte à l'échelle, et plus ressenti dans les matières scientifiques. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a plusieurs facteurs. Oui. Et on est obligé de se référer à ce que madame l'a dit, à l'expérience de madame, parce que dans nos pratiques ancestrales, c'est-à-dire les traditions et tout là, déjà très petites, c'est des jouets de femmes qu'on donne aux enfants, aux bébés femmes, filles, et puis aux garçons, c'est les pistolets. Et donc, c'est clair, ça dit, on sait ce que fera la femme, on sait ce que fera l'homme. Donc, la femme est fabriquée pour peut-être finir à la cuisine et dans un foyer tranquille pour caricaturer ça comme ça. Donc, au niveau de l'école, la pauvreté joue un rôle. Parce qu'il faut pouvoir payer la scolarité. Dieu merci, c'est gratuit.
Le primaire seulement. C'est gratuit. Non, le secondaire, pareil. Pareil. Oui. Depuis que moi j'étais à l'école, ça fait 10 ans, 20 ans de cela que j'étais à l'école primaire, et là, les femmes payaient la moitié de la scolarité par rapport aux hommes. Donc, il y a des politiques d'encouragement de la fréquentation des femmes à l'école. Sauf que, ben, il y a quelque chose qui rentre en jeu. Même en cours de scolarisation, elle finit par tomber enceinte ou quitter l'école pour plusieurs raisons, de soutien et de peut-être de grossesse. Donc, qui sont les auteurs? Ça, il faut aller sur un autre terrain. Et aussi, il y a la question de, comment on l'appelle, les enfants dans le couvent, qui obligent les enfants à quitter les écoles. Dieu merci, avec la déclaration de Notien récemment, les chefs cantons, ça il faut le relever parce que c'est une stratégie qu'il faut vendre ailleurs, partout ailleurs dans le monde. Parce que le Togo a su comprendre que la loi ne fait pas tout. Donc, on a laissé le choix aux chefs traditionnels et religieux de décider de la situation. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Sur 45 jours, on a réduit en une année. C'est-à-dire, on bloque l'enfant ne va pas à l'école. On a découpé en 3 ans. Donc, chaque 15 jours dans l'année, pendant les vacances, l'enfant reste dans le couvent. Et à la rentrée, l'enfant va à l'école. Donc, c'est une possibilité de laisser à la fille d'aller comme l'enfant aussi, l'homme, l'enfant garçon, à l'école. Donc, ce sont des politiques qui sont mises en place pour faciliter l'accès. Et le maintien, l'État ne peut pas faire. Si la population, les parents ne sont pas suffisamment conscients, bon, c'est plus compliqué. Parce que, au niveau du lycée, là, c'est plus compliqué parce que l'enfant devient majeur et la puberté rentre dedans et le désir de l'indépendance aussi rentre en jeu et on a des difficultés à maîtriser. À l'université, ce n'est plus... Donc, c'est toute une politique qu'il faut mettre à tous les niveaux, au niveau des parents, de l'État et des jeunes, des enfants eux-mêmes. Ouais. Madame, je me trompe bien, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Après, non. Alors, je m'en vais avoir vous exposer un exemple et vous allez me donner votre opinion là-dessus. Par exemple, une jeune fille qui est là, dans un milieu reculé ou dans sa maison, il n'y a pas d'électricité. Premièrement, elle a des difficultés à pouvoir apprendre ses leçons. Et secondo encore, comme madame l'a si bien dit, elle est obligée d'aider sa maman dans les tâches ménagères premièrement, ou bien de quitter les classes pour pouvoir embrasser le métier de sa maman afin d'aider sa maman à pouvoir relever plus ou moins le niveau social. Oui. Mais comment amener les parents à pouvoir, à pouvoir bien encadrer leurs enfants, surtout leurs filles, et à pouvoir les orienter vers la scolarité, vu que nous sommes pratiquement dans une société patriarcale. C'est moi. Oui, Oui, on est dans une société patriarcale, il faut commencer par là, parce que c'est un choix. Maintenant, est-ce que les femmes ont participé à ce choix? Je n'en sais rien. Je ne crois pas non plus. Mais est-ce que c'est pour autant une raison pour basculer en société matriarcale? Parce qu'on ne serait pas d'accord non plus. Donc, il faut trouver l'équilibre. Il faut réfléchir. L'injustice n'a jamais été bonne, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Pour personne d'ailleurs. Donc, c'est une raison de plus pour qu'on se mette autour de la table comme ce débat et réfléchir sur chaque problématique et trouver une issue. Donc, moi, je pense, un enfant qui apprend ce que fait son papa ou sa maman, il n'y a rien de mal dans ça. C'est la meilleure façon même d'évoluer dans la vie. Ta maman, ton papa ou ne peut pas être charpentier et que toi, tu passes ton temps à aller à l'école, à avoir ton doctorat, tu ne sais même pas, ça n'a rien. C'est ce qu'il faut éradiquer de nos pratiques. L'enfant doit maîtriser ce que fait son papa. On ne sait jamais. L'école n'est pas forcée de tout nous donner. Et on n'est pas forcément appelé à réussir après les études. Donc, c'est un atout d'abord, une expérience de vie et professionnelle qu'on peut acquérir auprès de ses parents. Maintenant, comment juguler cette expérience susceptible d'être acquis par l'enfant et les études? Je pense que c'est possible parce que nous, on l'a fait. Moi, je vendais pour ma maman.
Mais cela ne m'a jamais empêché d'aller à l'école. Donc, c'est une façon de voir. Les heures d'études ou des classes, tout le monde le connaît. Donc, aux heures de cours, l'enfant est obligé d'être à l'école. Oui. Mais il faut aussi activer les mécanismes de contrôle. Avant, au temps de nos grands-parents, lorsque un aîné rencontrait un enfant dans la rue, il peut lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fous là? Mais écoute, on peut même te tenir la main pour te ramener là où tu es censé être. Est-ce que dans la société actuelle, on a laissé le choix aux gens de faire ça? Ce n'est plus possible. Donc, tu retrouves un enfant qui est censé, même en kaki, tu ne réagis pas. Parce que la société te contraint au silence. Est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à comment faire pour résoudre ce problème? Maintenant, parce qu'il y a le choix des parents qui poussent les enfants à laisser les cours, et il y a les enfants même qui, eux-mêmes, on les envoie et quittent les cours. Donc, c'est deux choses qu'on doit mettre ensemble et trouver une solution. Donc, je pense qu'il faut réfléchir, toujours débattre et trouver une issue. Et l'issue, c'est essayer de marier les deux. Parce que pour moi, c'est nécessaire d'aller à l'école et d'apprendre. Merci, monsieur. Et madame, pour vous, c'est quoi la loi de la parité? Un homme, une femme. Voilà. Bon, la loi de la parité, c'est, selon moi, c'est avoir le nombre d'hommes doit être le même que le nombre de la femme dans un milieu donné, ou bien, disons, dans une fonction donnée. Voilà. Maintenant, je m'en vais vous poser cette question. Quels sont les accompagnements qu'il faut mettre en œuvre pour que cette loi soit respectée à la lettre? Oui. Je crois que déjà notre gouvernement est en train d'œuvrer par rapport à ça, parce que dernièrement, dans la sous-région, il y a eu la promotion de la parité homme-femme, et déjà l'année passée, en novembre 2022, plus précisément le 10, je crois que notre gouvernement a emboîté le pas avec l'adoption de en faisant 4 modifications de 4 lois. Il y a la loi portant modification du Code de la sécurité sociale, et une loi portant modification du Code togolais des personnes et de la famille, une autre loi portant modification du Code pénal, et une autre loi portant modification du Code du travail. Donc, si vous voulez d'autres détails. Non, c'est bon pour aujourd'hui. Moi, je vais encore être dans le Code du travail parce que la prochaine question va toucher un peu ce côté. Selon le Code du travail, pourquoi pour un même poste, un même travail abattu, les femmes sont moins rémunérées que les hommes? Bon, il paraît que les femmes même se sous-estiment en allant négocier les postes. Et quand elles arrivent, on leur propose un salaire, elles n'essaient pas de négocier. Et il y a d'autres qui essaient de négocier, mais en fonction de la flexibilité des heures de travail. C'est-à-dire, si je ne négocie pas, est-ce que vous pouvez m'accorder telle doléance par rapport aux heures de travail? Voilà. Sous d'autres cieux, je pense que les femmes travaillent plus en temps partiel parce que elles ont d'autres responsabilités. Il y a les enfants, il y a le ménage, il y a tout ça là derrière. Donc, les femmes sont plus préoccupées par le bien-être qui est derrière. Elles pensent aux autres qu'à elles-mêmes. Donc, il y a cette loi de protection que nous avons naturellement qui fait qu'on pense plus aux autres. On se dit, mais cet employeur-là, si je vais négocier, est-ce qu'il ne va pas perdre maintenant? Bon, je me permets de prendre le poste comme il me l'a proposé, avec le salaire qui va avec. Voilà. Et puis, bon, je ne sais pas, je vais ajouter autre chose après, mais voilà. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, c'est difficile d'ajouter juste derrière madame, mais je vais m'essayer. Et je pense que la loi sur l'équité, c'est une très bonne chose, parce que c'est un constat. À la suite de la politique nationale 2011, on a voté une loi qui est
malheureusement, juste après son adoption, tombé en désuétude. Parce que sur le terrain, il y avait un décalage entre la volonté politique et la réalité du terrain. La réalité du terrain, parce que dans la politique, on a dit la participation de la femme au poste de contrôle et de décision. Mais, écoutez, il faut que la femme participe d'abord à la vie politique, citoyennement parlant et politiquement parlant. Si vous ne participez pas, comment est-ce que vous voulez que ça marche? Parce qu'il faut être au cœur des partis politiques. Bon, d'accord. Ailleurs, ça marche. Pourquoi? Parce que ils ont essayé d'arrimer la réalité à la loi. La réalité, c'est que on a du mal à faire confiance peut-être aux femmes, suivant les présenteurs dont Madame vient de citer. Mais au niveau des partis politiques, il suffit simplement de dire dans la loi que pour une question de recevabilité de votre liste, hein, vous avez 5 candidats, vous devez avoir 2 candidats, 3 femmes, 6 candidats, 3 femmes, 3 hommes. Avant que votre liste même ne soit retenue, comme au Sénégal, c'est trop simple. Si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on laisse le choix au parti politique de placer la femme. Et on va la placer à la 6e position. Alors que chez nous, c'est le premier qui passe. Si on tourne, et qu'on revient, qu'il y a une place, on prend le second. Si on tourne, il y a encore une place, on prend le second. On se retrouve à l'Assemblée nationale avec moins de femmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, au fond, on va en tâtonnant. Oui. Pourquoi? Il y a aussi l'environnement politique. On sait la qualité ou les vertus d'une femme, c'est la douceur. Donc, quand c'est tendu, les femmes ont moins tendance à se pointer. Oui. Donc, il suffit de revoir l'environnement aussi, de voir comment les choses vont marcher. Et les femmes vont plus participer à la vie politique, d'une manière ou d'une autre. Et on les aura assez au niveau des partis politiques. Parce qu'il ne faut pas tirer dessus sur les partis politiques non plus. Il n'y a pas assez de femmes dans les partis politiques. S'il n'y a pas assez de femmes. Vous êtes 51%. Et si dans mon parti, moi je n'ai, sur 100 personnes, je n'ai que 2 femmes. Je vais les placer comment? D'abord, dans mon parti, il n'y a pas équité. C'est ça la réalité du terrain. Il n'y a pas équité dans mon parti. Donc, on ne va pas aller obliger quelqu'un à adhérer à mon parti. La personne doit épouser mes idéologies. Donc, il faut réfléchir à tout ça avant de voir comment résoudre d'abord les problèmes endogènes pour pouvoir faire passer la loi. Et quand la loi passe, elle est acceptée, elle est pratiquée avec aisance même. Oui. Ne tombe pas en désuétude aussitôt adoptée. Nous marquons une petite pause, on se retrouve juste après ceci. Vous êtes étudiant, professionnel disposant des notions de base en comptabilité. Le cabinet d'expertise comptable KG Afrique & Associates vous offre une formation 100% pratique en comptabilité, audit et fiscalité. Avec des formateurs expérimentés et compétents, ressortez aguerris tout en bénéficiant d'un stage de perfectionnement si vous êtes meilleur de votre promotion. La formation révèle l'aptitude et le terrain révèle la compétence. Pour avoir à son arc cette aptitude et cette compétence, ne vous faites donc pas compter cet événement. Pour plus de renseignements, contactez-le 90 94 32 95. De retour sur ce plateau, les 2 minutes ont permis à nos 2 invités de souffler, mais le débat est si enrichissant que si bon que je m'en vais de ce pas poser la prochaine question qui s'adresse à monsieur. S'il te plaît, Clémence, je ne te coupe pas, mais j'ai une préoccupation à monsieur. Monsieur était en train de parler de la non-implication des femmes dans les décisions politiques. Maintenant, est-ce qu'il y a un droit, en tant que juriste, un droit pour les femmes qui les permet de s'impliquer dans ces décisions-là? Merci. Un droit pour la femme qui lui permette de s'impliquer, il faut tirer. Et si on veut parler de droit, on va se référer à notre constitution qui elle-même a une source plus ou moins internationale. D'abord, c'était nous qui, les Togolais, ont décidé de. C'est notre Bible, hein, nous courant. Maintenant, c'est inspiré aussi des textes internationaux, notamment la Déclaration internationale des droits de l'homme.
Donc, moi, je pense que je ne vais pas trop m'appesantir sur les droits classiques ou les droits fondamentaux à la vie, à l'égalité. Ça, bon, je pense que c'est acquis. Maintenant, il y a une certaine évolution. On parlait tantôt de la politique nationale, qui est une référence au Togo, et après de la loi sur l'équité. Ça, c'est un droit qui est né de cette loi-là. On impose désormais la participation de la femme au niveau des sphères politiques, c'est-à-dire au niveau des postes électifs. C'est au niveau des postes électifs, pas au niveau des postes de décision. Au niveau des postes électifs. C'est-à-dire que vous êtes maire, député, et ainsi de suite, et conseillère. Donc à ce niveau, la loi couvre les postes électifs. C'est là-bas que je parlais d'insuffisance. Parce que la loi, elle est là, mais quand on retrouve l'Assemblée, elles sont minoritaires. Quand on va au niveau des 17 communes, elles sont minoritaires. Quand au niveau des conseillères, elles sont minoritaires. Donc, il faut renforcer la loi. Maintenant, les gens se battent de nos jours pour avoir une certaine terminologie des choses. C'est-à-dire, on parle de droits de l'homme. On a tendance, ou on pense, que c'est pour les hommes. Donc désormais, la formule consacrée, même les Nations Unies, tous les organismes ou les agences des Nations Unies tentent de revoir ça. Les gens ont compris, on parle maintenant de droits humains. Ça, c'est des combats des femmes. C'est les femmes qui se sont battues pour avoir cette terminologie. Quand on parle de droits humains, c'est plus égalitaire. On comprend que quand on parle d'humain, tout le monde est dedans, aussi bien la femme. Mais cela n'enlève en rien l'essence même de ces droits humains-là. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, au fond. Donc, les droits, on a le droit de vote. C'est le droit classique. On a juste avant les indépendances. Après, il y a... Ce sont les droits anciens. Même moi, je pense qu'on peut évoluer avec de nouveaux droits. Par exemple, au niveau du travail. Oui. Au niveau du travail. On a avancé au point où moi j'estime que le Togo est des fois en avance. Oui, le Togo, il y a plusieurs domaines dans lesquels le Togo est en avance. Et à la fois sur les Occidentaux et notamment la France et nos voisins. Oui, des fois. Mais c'est la pratique. C'est le terrain qui pose problème. Quand on va au niveau du travail, vous vous rendez compte que le Togo permet à la femme, c'est partout son droit, de rompre son contrat pour cause de grossesse. Sans préavis, ça c'est protocole. Donc, on ne va pas lui demander une indemnité et après, non. Parce qu'elle a grossé, elle estime que, ok, c'est bon. Maintenant, elle peut prolonger même si elle est restée au boulot et qu'après, congé de maternité, il y a eu un problème. Elle peut demander un prolongement de suspension de contrat pour cause d'handicap de son enfant. Ça, c'est des particularités de la loi de 2021. Alors, on peut prolonger juste pour ça. Juste parce que son enfant... C'est une évolution majeure. Parce que lorsque ton enfant porte un handicap, ce n'est plus un enfant ordinaire. Et il n'a plus de problèmes ordinaires. Donc, c'est des pesanteurs psychologiques et le législateur a pensé à ça. Donc, madame parlait tantôt des 4 modifications qu'on a eues en 2022. C'est des avancées majeures où on a revu le délai de viduité. C'est quoi le délai de viduité? C'est le délai qui court entre le divorce ou le décès d'un mari et puis l'autre mariage, le mariage suivant. L'idée, c'était quoi? C'est d'éviter qu'une femme apporte la grossesse de l'ex à le nouveau. Donc, on a donné un délai. Et le délai, c'était combien de temps? 300 jours. 300 jours. Oui, c'est pas principe. Mais on a dit, non, ça c'est révolu. C'est révolu. Mais est-ce que le problème est résolu? Je ne pense pas. Parce que ça peut arriver. Les gens ne sont pas morts, les gens ne sont pas divorcés, mais on retrouve des enfants du dehors à la maison. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Il faut réfléchir au fait, mais c'est une avancée. C'est une avancée majeure. Je pense que l'homme se marie quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais sans toutefois violer la loi.
Soit pas parce qu'on te dit de te marier que tu vas aller commettre des gaffes aussi. Donc, à ce niveau, c'est une avancée. On a permis à la fin, au niveau de la sécurité sociale, d'avoir... Avant, c'était la moitié. Maintenant, c'est fini. Parce qu'on calcule, quand vous avez un délai de maternité et le congé de maternité, ben, vous ne travaillez pas. Ouais. Donc, on a trouvé des alchimies parce que vous êtes une femme. Et que on a pensé, oui, il y a des droits spécifiques à des individus. Oui. Un homme n'a pas de congé de maternité. 3 jours de congé de paternité. Oui, ça c'est ailleurs. On n'a pas encore acquis ça. Mais les gens ont avancé, par exemple, vous parlez des évolutions ailleurs. En France, il y a une commune qui a décidé de donner des congés de menstruation. Parce qu'on a compris que... oui. Vous êtes trop sérieux là? Très sérieux. C'est une loi, je crois en Belgique ou en Suisse, oui. Mais il y a une commune, un maire en France qui a copié ça. Congé de menstruation. Pourquoi? Parce qu'on a compris que il y a des gens qui ont des règles douloureuses. Et ça impacte le rendement au travail. Donc on permet à la femme de rester à la maison. Combien de jours? 3 jours, 2 jours, ça dépend. Oui. Dès que vous introduisez la demande. Donc, au fond, les gens réfléchissent aux problèmes spécifiques de chaque personne, chaque individu. Et c'est ça. C'est à ça qu'on devait en venir. Parce que on ne peut pas voir le problème et faire comme s'il n'y a pas de problème. Le problème existe. Les gens ont mal. Tu vois des fois au boulot, tu vois la femme, la tête tout ça là, mais bon, bonjour, elle te répond difficilement. Tu penses qu'elle a un problème, c'est-à-dire elle a un grief contre toi au fond, elle a un problème de santé, c'est un problème de santé. Mais je pense que... Mais les gens trouvent une solution. Okay. Donc, si on va au niveau du code pénal, tu sais, la qualité de femme, parce que tu es femme, peut être source d'inculpation de quelqu'un ou source d'aggravation de la répression de quelqu'un. Juste. Parce que, et je vais faire un crochet sur la femme handicapée. Lorsque tu es une femme handicapée et que tu es victime de viol, juste parce que tu es une femme handicapée, il y a aggravation de la peine. Oui. Donc, l'évolution, la modification apportée à la loi pénale, c'est en faveur des femmes âgées et des femmes handicapées. Pour dire que ces femmes ont des particularités relativement aux hommes. Oui. Donc, oui. Je vais rebondir là-dessus en posant la question, madame. Parlons maintenant de la violence conjugale. Quel est l'apport spécifique? C'est vrai que la violence, elle est un peu partout dans le monde, sûrement que la loi est générale. Mais là, qu'est-ce que le Togo a pu apporter de spécifique pour cette loi? Par rapport aux violences conjugales, oui. La modification de la loi en question a porté essentiellement sur en matière du code togolais des personnes et de la famille. Je ne pense pas que la loi a touché du doigt ce phénomène de façon particulière par rapport aux modifications dont on est en train de parler. Oui. Franchement, c'est pas ça. Bon, la modification n'a pas touché la violence conjugale. Non. En tout cas, à ce que je sache, non. Voilà. Le code pénal, il y a ce qu'on appelle les violences sur la personne, dont la femme. Donc, à ce niveau, la femme est classée dans ce qu'on appelle les personnes vulnérables. Donc, on a la femme, les enfants, les personnes handicapées et ce que je disais tout à l'heure, les personnes âgées. Parce que c'est des personnes vulnérables. Donc, lorsque vous portez main à ces personnes vulnérables, votre situation devient particulière. Et on va vous traiter particulièrement. Okay. Oui. Donc, les violences basées sur le genre, c'est la nouvelle expression, terminologie qu'on utilise, les violences basées sur le genre. Et comme toujours, le Togo est avancé. Vous avez à ce niveau la notion de harcèlement. Et la nouvelle modification a traité de ça, et l'harcèlement moral, physique et économique. Et vous savez, au niveau du boulot, au niveau du travail, dans le milieu professionnel, le harcèlement, il est là.
c'est des débats auxquels moi je pense qu'il faut aller au fond. Mais, suivant votre question, parce que dans nos pratiques endogènes, il faut trouver la limite entre le harcèlement et le non-harcèlement. Parce que chez nous, la femme a tendance à dire non au premier pas, je vais réfléchir. Au deuxième pas. Oui, alors qu'au niveau, l'élément primaire du harcèlement, c'est la répétition. C'est-à-dire, tu fais pour une première fois, il n'y a pas harcèlement. Mais quand tu reviens une deuxième fois, c'est la répétition qui est réprimée. Mais alors que chez nous, c'est connu de tous, que tout le monde, toutes les femmes, bon, je ne vais pas dire toutes les femmes, généralement, les femmes ont tendance à dire non, non, et après dire oui. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. C'est pareil au niveau des viols. Au niveau des viols, généralement chez nous, la femme même, excusez-moi d'être toute directe, mais je pense qu'on doit créer le débat. La femme quitte chez elle, sachant qu'elle vient chez son homme. Des fois, elle-même psychologiquement se prépare. Mais toujours, dans notre pratique, on ne fait pas ça dans les premières fois. Tu vois, non? Tu touches la personne dit non, j'ai pas envie. Alors qu'au fond d'elle, elle a envie. Toutes les femmes, peut-être excepté vous, généralement les femmes font ça. Ouais. Donc, alors que le viol, c'est le non-consentement. C'est-à-dire, je ne veux pas, mais tu fais. Tu m'obliges à faire, tu me contrains à faire. Est-ce qu'on n'est pas sûr qu'on est tous des violeurs? Non, au fait, c'est la réalité. Non, mais, je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Très bien. Je prends l'exemple. Une femme qui dit non, après finit par consentir, c'est pas un viol. Mais une femme qui dit catégoriquement non, mais on la force avec violence et on la met par terre pour la violer, là c'est carrément un viol. Non, ça c'est viol aggravé, ça. Ah non? Oui, je dis, hein. Oui, bien sûr. C'est le non-consentement, c'est-à-dire j'ai pas envie. Au fait, le sexe c'est la volonté, c'est l'envie. J'ai pas envie de faire, mais l'autre m'oblige à le faire. C'est-à-dire je ne veux pas. Oui. Mais bon, il me force à le faire. Mais s'il vous plaît. Parce que il n'y a pas forcément besoin de battre la personne. C'est là, ailleurs, on parle de viol conjugal. C'est-à-dire, le mari viole sa femme. Ce n'est pas battre. Non. Donc ça, c'est la violence basée sur le genre. Le viol, c'est le non-consentement et la pénétration sans... C'est la pénétration sans le consentement. De l'un des conjoints, de l'un des partenaires. Oui. Donc, je pense que c'est un débat. Et le Togo... Pour ma part, le Togo a évolué. Le Togo a évolué sur ces plans-là. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que, je l'ai dit plus haut, il faut distinguer l'évolution dans les zones rurales et l'évolution dans les zones urbaines. Dans les zones urbaines, à Lomé, c'est clair, c'est net que la femme est placée. La femme est là. Mais je doute qu'à l'intérieur du pays, qu'elle ait la même influence au niveau des postes décisionnels. Alors, concernant l'intérieur du pays, est-ce que vous avez une solution à proposer? Oui, il faut, je ne peux pas parler de démocratisation, mais c'est la décentralisation de l'information. Parce que l'information, c'est une richesse et un pouvoir. Celui qui a l'information a tout. Mais les gens à l'intérieur n'ont pas l'information que nous avons ici. Ils n'ont pas accès aux choses dont nous avons accès en ville à Lomé. Parce que Internet, c'est difficile. D'abord, les moyens de s'acheter le méga à 200, c'est une catastrophe parce que les gens n'ont pas 200 pour s'acheter ça. Donc, les gens sont là. C'est nous, les gens qui quittent Lomé, qui leur donnent ce qu'on appelle les informations contrôlées. Au fait, on décide de te dire ce qu'on pense que tu dois savoir. Ok. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord réfléchir sur la décentralisation de l'information. Ces genres de débats, je doute que ces débats aient lieu à l'intérieur. Au fait, c'est ça, donner la parole aux gens, de dire ce qu'elles pensent, et puis débattre sur les choses, ça ouvre les esprits. Okay. Ouais. C'est une piste de solution. Et je vais m'aligner sur la même lancée en demandant à madame quelles sont les approches de solutions pour réduire ces écarts et donner en même temps les conseils aux mots de fin.
Je crois que monsieur a déjà tout dit par rapport à ça. Il a donné beaucoup d'approches de solutions. Bon, aujourd'hui, moi, je crois que le réel problème, ce n'est pas les lois qu'on doit voter, même si je veux commencer par là, parce que toujours, il faut qu'il y ait des dispositions légales qui cadrent avec les réalités du terrain. On a déjà commencé. Et on parlait tout à l'heure des nouveaux droits, si on peut l'appeler ainsi, et des droits classiques. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le réel problème qui se pose, c'est l'information, la pratique sur le terrain, la sensibilisation. Je vais donner un exemple par rapport au droit de la propriété. Il y a un problème qui se pose réellement au Togo par rapport à ça. Avant, les femmes n'avaient pas droit aux terres. Et puis, maintenant, les juridictions sont inondées par les demandes de partage, etc. Et les femmes qui réclament le droit, ou bien les descendants des femmes qui, voilà, que nos mères n'ont pas eu, nos mères n'ont pas reçu des terrains, et nous aussi, voilà. Donc, je crois qu'il y a un problème par rapport au droit de la propriété et que ce n'est pas encore réglé sur ce plan. C'est juste un exemple. À l'intérieur du pays, ça continue. Ça continue que la femme n'a pas droit à la propriété. Voilà. Quand un homme est là, il dit, bon, je suis le seul homme de la famille, donc j'ai droit à tout. J'ai droit à tout. La femme n'a droit à rien, et l'autre, c'est au foyer qu'elle doit rester, etc. Donc, je crois que sur ce plan, il ne s'agit pas seulement de voter des lois, il faut les accompagner par des mesures. Et, pourquoi pas, c'est vrai que le gouvernement a déjà mis en place un ministère qui s'occupe de l'action sociale, la promotion de la femme. En réalité, je n'ai pas trop de trucs là sur les actions menées réellement sur le terrain. Mais je crois qu'il reste beaucoup à faire. Peut-être au niveau de chaque région, mettre en place des structures en ce sens, des structures qui seront peut-être que le ministère va essayer de coordonner. Voilà, je pense que c'est au ministère là de mettre en place des structures pour que ces structures sur place se chargent de la sensibilisation, aller dans les zones reculées, parce qu'il y a vraiment des zones reculées au Togo qui ne sont pas... Voilà, exactement. Je crois que c'est tout un travail de terrain qu'il faut faire par rapport à ça. Donc, il faut d'abord voter les lois, les appliquer et faire en sorte que les applications soient effectives. Voilà. Je pense aussi que la politique de l'État, comme l'avait dit le monsieur tout à l'heure, au Togo, déjà, on est déjà en avance sur beaucoup de gens, surtout par rapport à la promotion de la femme. Voilà. Donc, on a déjà, au niveau du gouvernement, on a beaucoup de femmes qui occupent des postes décisionnels. Et puis, au niveau de l'Assemblée, bon, c'est pas mal déjà. Donc, du coup, je pense qu'on peut faire mieux par rapport à ça. Comme il le disait tantôt, qu'il faut mettre... par exemple, j'avais donné un exemple, si sur une liste on dit, voilà, nombre de femmes, nombre d'hommes, voilà, il ne faut pas, ou bien en haut de liste, il faut qu'au moins il y ait une femme pour, voilà, quand vous postulez, voilà. Donc, je pense que c'est des mesures déjà, voilà. Et il y a des postes qu'il faut promouvoir. Et par rapport à certains postes, par exemple, on peut dire que, bon, voilà, ici c'est la femme qui doit rester, etc. Pour essayer de comment dire, de rendre équitable toute chose. Voilà, exactement. Donc, je vois que monsieur a des choses à ajouter. Donc, je pense qu'il a déjà donné plein de réponses par rapport à ça. Donc, voilà, exactement. Et en revenant vers monsieur, on va juste recueillir votre enseignement de fin.
oui, bon, je suis peut-être mal placé pour conseiller quelqu'un, mais je vais m'essayer. Je pense que le chemin est long. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour que chacun se retrouve fier du Togo, et pour se retrouver fier de sa nationalité ou d'être togolais, je suis fier d'être togolais, pour affirmer ça haut et fort, et il faut que je me retrouve dans ce qui se passe sur le quotidien, sur le terrain. Donc moi j'appelle d'abord nous, jeunes et personnes vulnérables, dont la population des personnes handicapées en fait partie. J'appelle tout le monde à se ressaisir et à participer à la vie politique, sociale et économique. C'est très important. Et à ceux qui décident de donner l'opportunité à ces personnes vulnérables de faire valoir leur talent. Et s'il y a quelque chose pour finir, je pense que depuis la politique d'inclusion que pilote le gouvernement, on nous a fait comprendre que l'inclusion, c'est le fait d'avoir ce plateau-là comme ça. C'est-à-dire, vous avez une femme, vous avez un homme, vous avez une personne handicapée, vous avez un jeune. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, vous avez un plateau le plus inclusif. Ouais. Merci. Parce que, au fond, alors, quand on va au gouvernement, on ne trouve personne, aucune personne en situation de handicap. Il n'y en a pas. Moi, je ne pense pas que le gouvernement est suffisamment inclusif. Et le gouvernement peut se corriger à tout moment. Oui. Et placer une personne en situation de handicap dans le gouvernement. Pour nous, ce serait le Graal. Parce qu'on verrait cette personne comme un modèle. Et on fera tout. Les enfants au village feront tout pour devenir comme telle personne en fauteuil roulant qui est ministre. Parce que la référence aujourd'hui, c'est notre président de la République. Bon, si on a quelqu'un en situation de handicap, ça nous... Et ce ne sont pas les femmes qui manquent. On a des femmes à la Cour suprême en situation de handicap. Donc, les cartes grises, elles sont là. Donc, prière aux décideurs, à nos mamans qui sont là en majorité maintenant, de mettre cette dose de sensibilité au handicap et aux jeunes dans leur politique pour faire de l'inclusion au Togo une réalité. Merci monsieur. Merci Victorine. Merci. Et nous sommes arrivés malheureusement à la fin de ce numéro. Nous vous espérons aussi nombreux pour un prochain numéro et pour un autre thème aussi émouvant qu'aujourd'hui. D'ici là, n'oubliez pas d'être heureux et retrouvez-nous à la prochaine. Bye. Bye.